Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Steven, jeune Camerounais qui a décidé d'avoir le courage et la bravoure de partager avec nous son vécu en tant qu'étranger clandestin dans un pays autre que son pays d'origine, où il en est sorti vivant. Merci d'avoir accepté et honoré notre rendez-vous pour aujourd'hui. J'aimerais s'il vous plaît que vous vous présentiez à nos différents téléspectateurs. Ouais, justement, moi c'est Steven Cédric et je suis Camerounais, âgé de 20 ans. Je suis footballeur amateur. Pour savoir, avant cette aventure, quels étaient vos projets de vie, quels étaient vos différents plans, ce que vous envisagez pour votre futur? Mes rêves les plus fous ont été toujours d'être footballeur professionnel. Par le rêve d'être footballeur, vous n'avez pas un plan B ou une activité en parallèle? Bien sûr, j'étais étudiant en géomètre topographe. Wow. Voilà, je faisais la topographie. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous nourrissez le rêve de partir à l'étranger. Donc d'où est venu ce projet? Qu'est-ce que vous espériez en partant là-bas? Justement, comme je l'ai dit il y a un instant, c'était ça mon principal objectif, de devenir footballeur professionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'y pense vraiment plus parce que tout est parti en vrille. Quel était le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à voyager? Un jour, mon grand frère, qui se met d'un coup à appeler mon papa, qui dit il y a une très bonne opportunité du côté de l'Afrique de l'Ouest qu'il faut que j'y aille. Et se lance des faits de la famille, que je pourrais sauver toute la famille. J'étais passionné de foot et je rêvais de débuter enfin ma carrière footballistique, peu importe où. C'était un truc de dingue. Qu'est-ce qu'il vous disait exactement? Qu'est-ce qu'il disait avec votre papa? Bon, il n'a rien dit d'extra. Il m'a fait venir en Afrique de l'Ouest, vu que c'était mon frère. J'avais entièrement confiance en lui. Il parlait mon papa. C'est mon papa qui causait. Moi, j'ai une conseil. Je m'avais pris mon sac, puis j'ai voyagé. Je suis arrivé avant de constater tout. Le voyage a pris combien de temps? Une semaine environ. Avant d'y aller, je suis allé consulter mes coéquipiers. Ils savaient leur se appeler. Ils ne m'ont pas dit. Quand vous êtes arrivé, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne clochait pas? Quand on allait au club à la visite, on m'avait fait la visite médicale. Donc, nous voilà en chemin et on arrive et puis je ne vois aucun logo d'un club burkinabé, puis comme ça. Où est-ce que nous nous trouvons? Dites t'inquiète, allons-y. C'était dans un bureau, c'était dans une grande barrière. Essayez un peu de... Non, c'était, on va dire, un bureau. Il y avait un monsieur, plus ou moins, je dirais, 26 ans, monsieur, bien habillé, roulante, c'est-à-dire l'attitude. La posture d'une grande personne. Franchement, l'attitude était réussie. Si quelqu'un d'autre, à ma place, entrait là-bas pour faire peut-être un entretien d'embauche, cette personne est tombée de panneau. Moi, j'étais footballeur, sauf que je crois à mon grand frère. J'étais footballeur et il n'y avait aucun logo sur les murs ou un truc dans le genre. Mais en tant que jeune footballeur, vous savez comment ça se passe quand vous entrez dans le bureau de... On sait qu'ici, c'est un coup. Personne n'a fait la présentation d'un business qu'ils font illégalement. C'est un business qu'on appelle le network marketing, projet QNET. Il me fait comprendre que c'est du lourd, que c'est une révolution. C'est un truc qui me rendra éperdument riche, où j'aurai de la liberté financière. Ils m'ont expliqué comment ça marche. Et je me suis dit, ah ouais, ça peut le faire 6 mois. Et puis, je vais continuer à jouer au foot tranquille. Il vous a dit qu'il faisait la même chose ou bien? Non, à l'instant, il nous a dit, c'est quand nous sommes sortis, s'il est là, moi aussi je suis. La confiance. Oui. S'il fait ce business, moi aussi, ça va aller. Donc, nous sommes sortis, on allait où on séquestrait, on va dire ça, séquestrer les gens. On gardait des personnes. Mais pour atteindre la maison, j'ai marché. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qui vous a fait quitter du bureau pour arriver dans cette zone-là? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'on vous accompagnait quelque part? Oui, qu'on part c'est dans le club, le siège du club, qu'on entre dans le siège du club. Que ça c'est un business juste à temps passé qu'on va le faire et puis de temps en temps s'entraîner. Donc après les bureaux, après les fameux bureaux, on vous a déplacé pour les villas. Oui, pour aller voir les autres joueurs. Les autres joueurs, voilà. Pour aller voir les autres joueurs. Et là, jusque-là, votre frère ne disait rien, ça se passait normalement. Et je lui disais, parce que je cessais de lui appeler, je vais m'entraîner.
Il dit oui. So, votre Oui, problème, c'était jouer et être Oui, parce que le business, il n'y a pas de problème. Si je suis là pour jouer au Si foot, vous êtes là voilà. pour votre objectif pas- principal, il n'y Il n'y a a pas de problème. Si c'est un club, voilà, c'est ça, aucun souci. Dès que vous êtes arrivé dans cette zone, dans cette fameuse zone, entre guillemets, des joueurs, pour rencontrer les professionnels, qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué assez longtemps, beaucoup trop marché, comme quittant ici, Bonabé. Environ 3 heures de temps à pied. On a marché. On Wow. est arrivé à 2 heures. Lorsque vous êtes arrivé, comment était l'endroit? Essayez de me décrire le lieu. Ils vous ont menacé. Au contraire, c'est mon grand frère qui m'a menacé. C'était une villa toute vide, non meublée, avec 3 douches internes. Il y avait plein de monde à l'intérieur. Ouais. On était près de 30 personnes. 30, Hommes, 30. femmes, enfants, uniquement des Non, gens. non, il n'y avait pas de femmes. D'après le soi-disant business, il y avait la villa, le clan des femmes à part. Nous étions des internationaux, des Noirs, des Nigérians, des Nigériens. Beaucoup de personnes se sont échappées sous mes yeux. Beaucoup. Bon, quand vous dites que beaucoup de personnes se sont échappées sous vos yeux, cela veut dire que quand vous êtes arrivé sur place, vous avez pris conscience que c'était un piège ou bien quel était le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait ouvrir vos yeux? Et quelle était la suite? Comme je l'ai dit, plus tôt, tant que mon grand frère était là, moi aussi. Parce que bien après, j'ai remarqué que c'était plus du foot et moi j'étais dedans. C'est comme si on m'avait mangé le cerveau, un truc comme ça. J'étais dedans. Du coup, j'ai fait du business avec eux. Dans d'autres pays, justement, notamment Nigeria, Ghana et bien d'autres pays encore, ils font plutôt ce qu'on appelle le trafic d'organes ou un truc comme ça. C'est-à-dire avec des gens. C'est-à-dire, ils procèdent de la même façon. J'ai un travail ici, voilà, tu arrives. On te récupère. On te tue ou on te demande de l'argent. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on va dire que je tombe dans de bonnes. Chez nous, ce qui nous énervait juste, c'était le fait de faire des essais de business de façon illégale. C'est un peu comme ces gens qui marchent dehors là, qui font de la prospection. Donc, ces gens qui marchent dehors avec des sacs à dos, ils vendent des produits. Comment ils appellent encore? Oui, ce sont des commerciaux. Puis, ils présentent des produits. C'est net le business en fait. Sauf que le business dont je parle, il est virtuel. Boutique virtuelle. Vous vendez les produits uniquement en ligne. Oui. D'après ce qu'ils nous ont expliqué, sinon moi je connais pas. D'après ce qu'ils nous ont expliqué, c'est pas si derrière c'est juste une façon d'escroquer et structurer de l'argent au pays. Ça c'est d'après ce qu'ils nous ont expliqué. Et vous n'aviez plus de contact avec vos proches ni par téléphone? Là, on était enfermés dans une villa. On pouvait regarder le dehors à travers les fenêtres. Les mecs qui prenaient environ 90 000 francs par semaine, non, je crois 200 000 francs par semaine, parfois 500 000 francs par semaine, chaque mardi, d'après ce qu'ils nous faisaient comprendre, que jamais nous, si on fait venir également des clients, ils appellent des clients. Si on fait venir des clients, nous sommes en bénéficier. Vous devez comprendre qu'ils touchaient environ une somme conséquente par semaine. Un jour précis. Et puis, on nous présentait ces gens. Ils n'avaient rien de rien, franchement. Est-ce que vous avez su à un moment que c'était vraiment un cercle vicieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la réaction de votre frère? Vous avez dit tout à l'heure qu'il vous a menacé un moment. Oui, parce qu'il m'obligeait à rester faire le business. C'est pour ça qu'il m'a menacé. Après une semaine, 2 semaines. Après, il est parti. Avec moi dans la même villa. Après, il est parti. Mais plus tard, j'apprends qu'il est au pays. C'est tout ça qui m'énervait. C'est à ce moment que j'ai commencé à dire, qu'est-ce que je fais ici? Pendant qu'il est au pays, il vit bien, il couche des meufs. La vie roule chez lui. Il mange bien. Pendant que moi ici, il fait 3 jours sans manger, 2 jours sans manger. Donc vous ne donnez pas à manger tous les jours, pas régulièrement? Tous les jours, on mangeait à minuit, 1 heure. Et c'était dans une petite assiette pour 6 personnes, le riz chaque jour. Sans condiment, rien qu'avec le cul. Le riz, un riz blanc qu'on a juste tourné avec. Oui. Pendant combien de temps environ? Moi, 7 mois. Il fait 7 mois. 7 mois.
à manger uniquement ce riz-là où il y a une période qu'on variait? Non. Parce que si je vous montre ma photo, vous allez vomir. Parce que j'avais maigri. Le cou était comme ça. Le cou. Les cheveux avaient poussé, on dirait que j'étais dans une prison. La barbe était... Je me suis rendu compte de la réalité. J'ai eu accès à mon téléphone. Quand je suis disant encadré, en train de dormir. Et j'ai présenté cette photo à ma famille. Ils ont donc convoqué mon grand frère. Puisqu'il était au pays, il est rentré. Et fait une réunion familiale afin qu'il puisse être libéré. Parce que moi, je mettais la petite nuit de que moi je vais partir. Et qu'est-ce que cela vous disait? Que je ne peux pas, que mon grand frère doit donner. À un moment, j'ai voulu escalader, mais moi, je n'ai pas trop répliqué parce que je faisais confiance à mon grand frère. Jusqu'à ce niveau, vous ne mangez pas, vous ne sortez pas, on ne vous nourrit pas normalement, mais la confiance y était toujours. Il voyait arriver et il s'est rendu compte de la réalité et a prévu son évasion. Et seul, parce qu'il y avait une toilette externe. Comme c'était nouveau, on s'est dit que c'est fini faire des caprices. Enfin qu'il puisse rejoindre, qu'il puisse adhérer normalement. Voilà. Oui. Il a fini de pisser. Il voulait la bouloire pour laver sa bite. D'un coup, il a pris une course folle. Jusqu'à escalader le portail, le mur et tout. On dirait que c'était Spiderman. Il a tombé. Il s'est même blessé. Aller se plaindre et policiers étaient avec ces gens. C'est en fait à cet endroit qu'il est sûr que l'autre c'est la vie. Parce que avant d'y être, je me disais, on dit tout que l'autre c'est la vie, mais je me rendais vraiment pas compte. Et quand je suis arrivé, je prenais au moins 5 litres d'eau et demi par jour. Environ 7 oui. À cause de la faim, il n'y avait pas d'énergie et tout. L'eau était ce qui vous maintenait en vie. Et vous avez fait comment pour vous échapper, pour arriver ici? Jusqu'à un jour, je me suis rendu compte que on était gâté. Parce que j'ai entendu l'un de ses encadrés discuter avec l'autre que le porteur gâté cherchait à arranger le porteur. Sinon, beaucoup d'entre nous vont s'évader. Quand je n'ai pas voulu faire trop de propagande. Donc, j'ai bien entendu à un moment tout filer en douce. Une fois que je l'ai ouvert, je me suis mis à courir. Jusqu'à ce que je rencontre un papa avec sa moto, ce qu'on appelle ici scooter, moto d'âme. Oui. Parce que c'est très récurrent de l'autre côté. Donc, je l'ai raconté l'histoire et puis il m'a laissé au goudron. Il m'a pas hébergé, il m'a laissé au goudron. Il m'a donné 1000 francs. Ils ont le placement, ils l'appellent le benga. J'allais manger ça. J'ai fini 1000 francs à 1 franc. Le sentiment de liberté, qu'est-ce que vous avez senti lorsque vous êtes sorti du portail? Que je suis arrivé. Non, j'avais toujours peur. Il y avait toujours cette peur-là. Je suis allé au commissariat me plaindre. Et puis le commissaire, il me dit qu'il a son enfant qu'on a reçu pris au Ghana. Et j'ai dit ça. Donc vous vous plaignez dans une unité administrative et on vous fait comprendre que c'est récurrent et ça les arrête. Qu'il a son enfant qu'on avait pris, qu'il est au Ghana, il a dû dépasser 2 millions de francs CFA. Qu'il a envoyé 2 millions. 2 millions après parce que lui au Ghana c'était parce qu'il m'avait fait voir la vidéo de son enfant là et il avait raison, c'était vrai. Lui au Ghana on l'avait pris juste pour, comme je disais tantôt au début là, oui, pour lui faire du mal ou pour, voilà, tu vois ce que je veux dire. Si l'argent ne sort pas, on ne relâche pas l'enfant. Donc il avait dépensé 2 millions, après on lui a encore demandé 3 millions et demi. Il a envoyé. Et en plus, le reste, non pas. C'est un garçon, un footballeur également. Donc, lui, il ne m'a pas vraiment aidé. Finalement, mon frère s'est culpabilisé, il m'a envoyé 50 000 francs. Le transport était 40 000 francs. Il n'a pas plus du Bénin. Environ 3 jours pour arriver au Bénin. Après le Bénin, qu'est-ce qui s'est passé? Quand au Bénin, fait 2 semaines. On ne s'est jamais arrêté pour des pièces d'identité? Non. Et tout?
Vous n'avez pas eu un conflit peut-être qui vous a ramené dans un commissariat ou bien? Non. Au Bénin même, j'ai beaucoup trop souffert. Parce qu'au Bénin, j'attendais encore l'argent de transport. J'ai essayé de travailler. Aïe, au Bénin, j'ai souffert. Ouch. Jusqu'à ce qu'on a pu envoyer. Et vous avez pris la route du Bénin pour le Cameroun. Direct. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez déposé le pied sur le territoire, dans votre zone de confort? Quel est le sentiment que vous avez ressenti? Comment est-ce que vous étiez? Comment est-ce que vos parents ont réagi quand vous échangez avec eux? J'étais soulageant. Et puis ma mamie, mes parents également, ils sont venus d'un coup, sans hésiter à Yaoundé me voir. Voir comment ils me portaient, le physique que j'avais. C'est vrai que c'était blessant. En réalité, je ne voulais pas qu'ils me voient comme ça. Je voulais un peu prendre physique, un peu prendre poids. Parce qu'il y avait cette fierté, cet ego d'homme qu'il fallait que non, vos parents ne vous voient pas dans cet état-là. Il fallait que vous soyez bien en fait. Bien. Merci Monsieur Steven pour ce grand témoignage, empreint de beaucoup de courage. J'espère que ça pourra servir d'exemple aux plus jeunes, d'être plus attentifs, d'être plus éveillés et de ne pas tomber dans ce fossé. Merci vraiment de nous avoir honorés par votre présence, d'avoir respecté votre rendez-vous et d'avoir accepté de partager ce moment intime et traumatisant avec nous. Merci.